En 2012, une tempête solaire suffisamment puissante pour effondrer la civilisation moderne a manqué la Terre de 9 jours. 9. Nous n'avons pas survécu parce que nous étions préparés. Nous avons survécu parce que notre planète se trouvait ailleurs ce mardi-là. Aujourd'hui, le cycle solaire 25 a pulvérisé toutes les prévisions, battu des records vieux de plusieurs décennies et produit la météo spatiale la plus violente depuis plus de 20 ans. Des aurores apparaissent au-dessus de New York. Le vent solaire se déplace à 700 km/h. Et des chercheurs viennent de découvrir quelque chose enfermé dans des anneaux d'arbres vieux de 12 000 ans, qui suggère que le Soleil a déjà fait bien pire et qu'il est sur le point de recommencer. Quelque chose pour lequel nos réseaux électriques, nos satellites et notre Internet sont totalement non préparés. Restez jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit et pourquoi c'est important en ce moment même. Si ça vous a accroché, abonnez-vous au Skylab, parce que cette histoire a d'autres chapitres à venir, et nous couvrirons chacun d'entre eux. Où dans le monde vous vous trouvez en ce moment, et je veux votre avis sincère là-dessus. Pure coïncidence. Où est-ce que l'univers nous laisse un message que nous choisissons de ne pas ouvrir? Maintenant, entrons dans le vif du sujet. En ce moment même, pendant que vous vaquez à vos occupations, la Terre est frappée par une tempête géomagnétique. Pas une métaphore, pas une simulation, une véritable perturbation du champ magnétique de notre planète, déclenchée par le Soleil qui se produit à cet instant précis. Le ciel au-dessus de New York brille. Des gens dans l'État de Washington sortent et lèvent les yeux vers des rideaux de lumière verte et rouge qui n'ont rien à faire aussi loin au sud. Et la plupart des gens sur Terre n'ont absolument aucune idée que tout cela est en train de se produire. Il s'agit d'une tempête géomagnétique G2, ce qui signifie qu'elle se situe dans la fourchette modérée sur l'échelle que les scientifiques utilisent pour mesurer à quel point le Soleil secoue notre bulle magnétique. Modéré, ça sonne rassurant. Modéré, ça sonne comme quelque chose qu'on peut ignorer. Mais voici à quoi modéré. Mais voici à quoi modéré ressemble réellement en pratique. Les satellites ajustent leur orientation. Les compagnies aériennes sur les routes polaires dévient leur trajectoire pour éviter les pannes de communication. Et le vent solaire responsable de tout cela souffle actuellement devant la Terre à environ 700 km, soit presque le double de la vitesse habituelle du vent solaire par temps calme. Pour comprendre ce qui alimente cette tempête, il faut imaginer un trou coronal. À la surface du Soleil, il existe des régions où le champ magnétique solaire s'ouvre vers l'extérieur au lieu de se refermer en boucle. Et à travers ces ouvertures, le Soleil exhale un flux concentré de plasma chargé directement dans l'espace. La Terre s'est trouvée sur la trajectoire de l'un de ces flux. Ce plasma se déplaçant à 700 km a percuté notre magnétosphère, le bouclier magnétique invisible qui dévie normalement la plupart de ce que le Soleil nous envoie. La magnétosphère a fait son travail, mais elle ne l'a pas fait sans trembler. Et le raccourci scientifique pour mesurer les perturbations géomagnétiques sur une échelle de 0 à 9 se situe actuellement autour de 6. Une tempête J2 correspond approximativement à KP6. Ce chiffre signifie que la perturbation est suffisamment forte pour affecter les systèmes de réseau électrique, dégrader la précision de la navigation par satellite et pousser l'ovale auroral, l'anneau autour des pôles, où les aurores apparaissent normalement, significativement plus loin vers l'équateur. C'est pourquoi des gens dans des endroits qui ne voient presque jamais les aurores boréales se tiennent dehors ce soir avec leur téléphone, complètement sidérés. Et c'est ici que ça devient encore plus intéressant. Le Soleil possède actuellement de multiples régions actives, de taches solaires, qui tournent directement vers la Terre. Les taches solaires ne sont pas simplement des marques sombres sur le visage d'une étoile. Ce sont des zones de complexité magnétique explosive, des endroits où le champ magnétique solaire est si amêlé et comprimé que l'énergie peut soudainement se libérer sous la forme d'une éruption solaire ou bien plus dangereusement d'une éjection de masse coronale. En ce moment, plusieurs de ces régions sont alignées comme des canons chargés pointés, dans notre direction générale. Les scientifiques suivent également une éruption de filaments qui a peut-être déjà lancé un nuage de plasma solaire sur une trajectoire rasante vers la Terre. Un filament est une structure faite de plasma relativement froid et dense, suspendu dans la couronne solaire par des forces magnétiques. Quand il entre en éruption, il peut libérer ce qui est essentiellement une EMS lente, mais énorme, une éjection de masse coronale, un terme que vous allez vouloir bien comprendre avant la fin de cette histoire. Si ce nuage effleure notre magnétosphère dans les prochains jours, cette tempête J2 pourrait ne pas être la dernière notification que nous recevons du Soleil cette semaine. Maintenant,
Rien de tout cela n'est catastrophique. Soyons honnêtes là-dessus. Les trains circulent. Internet fonctionne. Vous êtes en train de regarder ceci, ce qui signifie que la civilisation ne s'est pas effondrée depuis que vous avez commencé. Une tempête G2 est quelque chose que le Soleil produit régulièrement pendant les périodes actives, et nos systèmes sont construits avec au moins une certaine tolérance pour cela. Mais voici ce que cette tempête nous dit réellement. Et c'est la partie que la communauté de la météo spatiale trouve profondément inconfortable. Cette tempête est un symptôme. C'est la preuve d'un soleil qui est actuellement bien plus actif que quiconque ne l'avait prévu à ce stade de son cycle. Le cycle solaire 25 a officiellement commencé en décembre 2019. Avant qu'il ne débute, un panel d'experts de la NASA et de la NOAA s'est réuni avec tous les modèles et données disponibles et a fait une prévision formelle. Il s'attendait à un cycle faible, un cycle calme, quelque chose ressemblant au cycle solaire 24, qui était lui-même l'un des cycles les moins actifs depuis un siècle. La prévision s'est avérée fausse d'une manière qui a forcé la communauté de la physique solaire à se poser des questions inconfortables sur la qualité réelle de leur compréhension de l'étoile au centre de notre système solaire. La civilisation moderne est plus dépendante de technologies sensibles à la météo solaire qu'à n'importe quel moment précédent de l'histoire humaine. Chaque signal GPS que vous utilisez, chaque appel par téléphone satellite, chaque ligne électrique acheminant l'électricité jusqu'à votre domicile, chaque câble Internet reliant les continents entre eux, tout cela fonctionne dans une marge de tolérance étroite face à ce que le Soleil peut faire. Nous avons construit tout ce monde technologique pendant une période où le Soleil était relativement calme. Nous l'avons construit sans pleinement tenir compte de ce qui se passe quand le Soleil n'est pas calme. Et voici ce qui devrait vous faire méditer un instant. La tempête G2 actuelle n'est pas la plus grande tempête solaire de l'histoire récente. Elle n'en est même pas proche. En 2012, le Soleil a lancé quelque chose vers la Terre qui était dans une catégorie complètement différente. S'il était arrivé seulement 9 jours plus tôt, ferait que vous et moi n'aurions très probablement pas cette conversation. Pas parce que tout le monde serait mort, mais parce que l'infrastructure qui permet à cette conversation d'exister pourrait ne plus exister. Le 23 juillet 2012, le Soleil a fait quelque chose de remarquable. Il a lancé l'une des éjections de masse coronale les plus puissantes jamais enregistrées directement à travers la trajectoire orbitale de la Terre. Pas vers la Terre. Pour être très précis à ce sujet, car le timing en mécanique orbitale est primordial. Il l'a lancé à travers l'exact segment d'espace où la Terre se trouvait 9 jours plus tôt. 9 jours. C'est la marge entre la civilisation technologique dans laquelle vous vivez actuellement et ce que les experts ont décrit sans exagération comme potentiellement le pire désastre de l'histoire moderne. Une éjection de masse coronale n'est pas une éruption solaire, et la différence est capitale. Une éruption solaire est un éclair de rayonnement électromagnétique, rayons X, rayons gamma, ondes radio, qui voyagent à la vitesse de la lumière et frappent la Terre environ 8 minutes après avoir quitté le Soleil. Impressionnant, dangereux à sa manière. Mais bref, une MZ est quelque chose de bien plus physique. Ce sont des milliards de tonnes de plasma magnétisé, de la matière réelle, arrachée à la couronne solaire et propulsée dans l'espace, à des vitesses extraordinaires. L'MC de 2012 se déplaçait à environ 3300 km. Pour donner du contexte à ce chiffre, le vaisseau spatial le plus rapide jamais lancé par l'homme se déplaçait à environ 17 km. Cette chose se déplaçait presque 200 fois plus vite. L'événement n'a pas été détecté par des instruments terrestres, mais par un vaisseau spatial appelé Esterio A, faisant partie d'une paire de sondes de la NASA positionnées hors de la trajectoire orbitale de la Terre, pour donner aux scientifiques une vue tridimensionnelle du Soleil. Esterio A se trouvait presque directement sur la trajectoire de l'éjection. Il a mesuré toute la force de ce que le Soleil avait produit, ensuite analysé ces données et posé la question « Qu'est-ce qui se serait passé si la Terre avait été sur le chemin ?» Les réponses étaient glaçantes. Les scientifiques utilisent ce qu'on appelle l'indice DST pour mesurer l'intensité des tempêtes géomagnétiques. DST signifie Disturbance Storm Time et il mesure en nanotelas à quel point une tempête perturbe le champ magnétique terrestre. Un relevé DST de moins 15 nanotelas est considéré comme une tempête modérée. La tempête G5 de mai 2024, la plus forte en 2 décennies, a produit un DST d'environ moins 400 à moins 500 nanotelas.
Les scientifiques ont estimé que l'événement de 2012 aurait pu produire un DST d'environ moins 1200 nanotelas. Pour comparaison, la tempête solaire la plus célèbre de l'histoire enregistrée est l'événement de Carrington de 1859. Pendant cette tempête, des opérateurs de télégraphe à travers l'Amérique du Nord et l'Europe ont signalé des étincelles jaillissant de leurs équipements. Certains opérateurs ont complètement déconnecté leurs batteries et ont constaté que la machine fonctionnait toujours, alimentée uniquement par les courants géomagnétiques circulant dans les lignes télégraphiques. Des aurores étaient visibles aussi loin au sud que Cuba et Hawaï. L'équivalent DST pour Carrington est estimé autour de moins 800 à moins 1000 nanotelas. L'événement de 2012 l'aurait dépassé. Le physicien solaire Daniel Baker, l'un des principaux chercheurs ayant étudié les données de 2012, a clairement déclaré que si l'MC avait frappé la Terre, les dommages aux infrastructures modernes auraient pu être sans précédent à l'ère technologique. Des analystes du secteur de l'assurance ont estimé qu'un impact direct d'une tempête de classe Carrington pourrait coûter entre 1000 milliards et 10 000 milliards de dollars de dommages, avec des délais de récupération s'étendant sur des années, voire des décennies. La tempête de 2012 était peut-être plus forte que Carrington. Voici le mécanisme qui rend ces événements si dangereux spécifiquement pour la civilisation moderne. Quand une EMS massive comprime la magnétosphère terrestre, les fluctuations rapides du champ magnétique induisent des courants électriques dans les longs conducteurs à la surface. Les lignes de transmission d'énergie, qui peuvent s'étendre sur des centaines ou des milliers de kilomètres, agissent comme des antennes pour ces courants. L'électricité induite circule dans les transformateurs des sous-stations électriques. Et les transformateurs ne sont pas conçus pour cela. Ils surchauffent, ils tombent en panne. Et contrairement à un fusible grillé qu'on peut remplacer en 30 secondes, un transformateur extra haute tension peut peser 300 tonnes. Un transformateur extra haute tension peut peser 300 tonnes, coûter des millions de dollars, prendre 1 à 3 ans à fabriquer et n'est pas stocké dans un entrepôt quelque part en attendant d'être échangé. Ce dont nous parlons si une telle tempête frappait aujourd'hui, ce n'est pas une coupure de courant qu'on traverse avec des bougies et un réchaud de camping pendant quelques jours. Nous parlons de défaillance en cascade potentielle des réseaux à travers des continents entiers, avec des délais de récupération qui pourraient s'étendre non pas sur des semaines, mais sur des années. Stations de pompage d'eau, réfrigération alimentaire, équipements hospitaliers, réseaux de communication, distribution de carburant commencent à se dégrader simultanément. Nous n'avons pas évité cela en 2012, parce que nous étions préparés. Nous ne l'avons pas évité parce que notre réseau était renforcé. Nous ne l'avons pas évité parce qu'un satellite l'a détecté tôt et nous a donné le temps de réagir. Nous l'avons évité parce que la Terre se trouvait de l'autre côté de son orbite. C'est l'intégralité de notre marge. 9 jours et l'indifférence froide de la mécanique orbitale. Ce qui soulève une question qui n'a pas de réponse confortable. Que nous dit le véritable registre historique sur la fréquence à laquelle le Soleil fait quelque chose comme ça? Parce que 2012 n'est peut-être pas l'événement dont nous devrions avoir le plus peur. Les cycles solaires sont mesurés principalement en comptant les taches solaires, ces régions sombres d'activité magnétique intense visibles à la surface du Soleil. Depuis les années 1700, visibles à la surface du Soleil. Depuis les années 1700, les astronomes suivent le nombre de taches solaires à travers des cycles d'environ 11 ans, passant du minimum solaire, quand le Soleil est relativement calme et les taches rares, au maximum solaire, quand l'activité atteint son pic, puis redescend. Ce registre donne aux scientifiques ce qui ressemble à un jeu de données fiable. Il leur donne la confiance pour construire des modèles prédictifs. Il leur a donné la confiance, avant le début du cycle solaire 25, pour regarder les preuves et prévoir un cycle faible, sans éclat qui atteindrait tranquillement son pic et s'estomperait, sans causer beaucoup d'inquiétude. Cette prévision n'a pas bien vieilli. En décembre 2019, le cycle solaire 25 a officiellement commencé. Le panel d'experts convoqué par la NASA et la NOAA, un groupe de physiciens solaires respectés s'appuyant sur de multiples modèles indépendants, a prédit un nombre de taches solaires lissé au pic d'environ 115. Il s'attendait à quelque chose de banal. Ce que le Soleil a livré à la place, c'est un cycle qui, dès 2024, avait déjà atteint un nombre de taches solaires, lissé proche de 161. Le cycle a dépassé son pic, prévu d'environ 40%, et a atteint ce pic des années. En avance sur le calendrier, les taches solaires
comptent parce qu'elles sont des indicateurs de surface de quelque chose qui se passe en profondeur dans le moteur magnétique du Soleil. Chaque tache solaire est une région où des lignes de champ magnétique intense ont percé la photosphère, supprimant la convection et créant une zone plus froide et plus sombre entourée d'une énergie magnétique énorme. Là où les taches solaires se regroupent et évoluent, la complexité magnétique croît. Là où la complexité magnétique croît, le potentiel d'éruption solaire et d'éjection de masse coronale augmente. Plus de taches solaires signifie plus de régions actives. Plus de régions actives signifie plus d'opportunités pour le Soleil de lancer quelque chose dans notre direction. Rien qu'en 2024, le Soleil a produit plus de 50 éruptions solaires de classe X. C'est la catégorie la plus élevée sur l'échelle d'intensité des éruptions. Pour mettre cela en contexte, pendant l'intégralité du cycle solaire 24, qui a duré de 2008 à 2019, le nombre total d'éruptions de classe X était significativement plus bas. 2024 a égalé ou dépassé des records vieux de plusieurs décennies. L'une de ces éruptions a atteint la classification X9, la plaçant parmi les plus grandes éruptions solaires, enregistrées à l'ère d'observation moderne. Le Soleil ne se comportait pas comme une étoile censée produire un cycle calme. Il se comportait comme une étoile avec quelque chose à prouver. Le cycle a également produit un phénomène rare appelé événement d'amélioration au niveau du sol. Cela se produit quand un événement de particules solaires est si énergétique que des protons de haute énergie pénètrent réellement dans l'atmosphère terrestre suffisamment profondément pour être détectés par des moniteurs à neutrons au sol. Les événements d'amélioration au niveau du sol sont inhabituels. Ils signalent que le Soleil a accéléré des particules à des vitesses quasi-relativistes. Quasi-relativiste, un niveau d'énergie que les éruptions solaires standards n'atteignent presque jamais. Le fait que le cycle solaire 25 en ait déjà produit un est un point de données auquel les physiciens solaires prêtent une attention toute particulière. Alors pourquoi la prévision a-t-elle échoué? La réponse honnête est que les scientifiques ne comprennent pas pleinement la dynamo solaire, le mécanisme profondément enfoui dans le Soleil qui génère son champ magnétique par le mouvement de plasma électriquement conducteur. Ils ont des modèles, ils ont des théories concurrentes. Certains chercheurs utilisent des modèles de transport de flux magnétiques qui suivent comment les lignes de champ magnétique se déplacent à travers la surface solaire au fil du temps. D'autres utilisent l'héliosismologie, qui est essentiellement une technique pour imager l'intérieur du Soleil, en analysant comment les ondes sonores s'y propagent. Ce sont des outils sophistiqués, et ils nous ont beaucoup appris. Mais aucun d'entre eux n'a prédit cela. Le piquant est que des structures magnétiques inhabituelles sont apparues à la surface du Soleil plus tôt dans le cycle que les schémas historiques ne l'auraient suggéré. Le timing de l'émergence du flux magnétique, le processus par lequel le champ magnétique des profondeurs du Soleil remonte et perce la surface, était décalé d'une manière que les modèles existants n'ont pas capturée. Ce n'est pas l'histoire de scientifiques incompétents faisant des prédictions négligentes. C'est l'histoire d'un système fondamentalement plus complexe que ce que nos modèles actuels peuvent pleinement représenter. Et voici pourquoi cela compte au-delà de la question de l'humilité intellectuelle. Si nos meilleurs modèles ne peuvent pas prédire la force d'un cycle solaire avec une précision raisonnable, alors les événements extrêmes intégrés dans ce cycle, les EME véritablement dangereuses, les éruptions les plus puissantes, les tempêtes potentielles de niveau Carrington, sont encore moins prévisibles que nous ne le pensions. Nous ne pouvons pas prédire le contenant, ce qui signifie que nous ne pouvons certainement pas prédire ce que le contenant contient. Un avertissement. 2024 était un autre avertissement. Mais ces deux événements sont modestes comparés à ce que les chercheurs ont trouvé préservé dans les plus anciennes archives naturelles de la Terre en mai 2024. Le Soleil a produit la plus forte tempête géomagnétique depuis plus de 2 décennies. Elle a été classée G5, la catégorie la plus élevée sur l'échelle des tempêtes géomagnétiques, un niveau de gravité que les météorologues et les prévisionnistes de la météo spatiale traitent de la même manière que les gestionnaires d'urgence traitent les ouragans de catégorie 5, avec un mélange de respect professionnel et d'alarme véritable. C'était la première tempête G5 depuis Halloween 2003, et elle a servi de rappel à quiconque s'était habitué au soleil relativement calme de la décennie précédente, que l'étoile au centre de notre système solaire n'est pas un élément de fond stable et prévisible de nos vies. L'échelle des tempêtes géomagnétiques va de G1 au bas de l'échelle, qui cause des fluctuations mineures dans les réseaux électriques, et de faibles aurores aux hautes latitudes,
en passant par G2, G3 et G4, chacune représentant une gravité croissante, puis jusqu'à G5 au sommet. Les tempêtes G5 sont définies par leur capacité à causer des problèmes généralisés de contrôle de tension, des dommages étendus aux composants du réseau électrique, une charge de surface des satellites, des perturbations radar et des pannes radio complètes dans certaines gammes de fréquences. Elles poussent l'aurore si loin, vers l'équateur, que des gens qui n'ont jamais vu les aurores boréales de leur vie se retrouvent soudainement à les observer depuis leur jardin. C'est exactement ce qui s'est passé en mai 2024. Des aurores étaient visibles à travers les États-Unis continentaux, y compris en Floride, dans des parties du Mexique, et des observateurs ont signalé des observations depuis des endroits des Caraïbes qui n'avaient essentiellement aucun historique d'activité aurorale géomagnétique. Les réseaux sociaux se sont remplis de photographies de ciel lumineux depuis des latitudes qui n'avaient jamais espéré capturer de telles images. C'était magnifique, c'était aussi une démonstration directe de la façon dramatique dont la tempête avait comprimé la magnétosphère terrestre. Sous cette beauté, des conséquences pratiques se déroulaient. Des opérateurs de satellites, à travers de multiples réseaux commerciaux, ont signalé une traînée atmosphérique accrue alors que la tempête réchauffait et dilatait la haute atmosphère terrestre, forçant les engins spatiaux à dépenser du carburant pour effectuer des corrections orbitales. Certains satellites ont connu des anomalies temporaires de système. La constellation Starlink de SpaceX, qui exploite l'un des plus grands réseaux de satellites en orbite basse, a annoncé que plusieurs engins spatiaux avaient été affectés et prenaient des mesures correctives. Ce n'était pas une vulnérabilité théorique, discutée dans un article de recherche. C'était une perturbation opérationnelle se produisant en temps réel sur une vraie infrastructure pendant une tempête classée sévère, mais pas la plus forte que le Soleil puisse produire. Les opérateurs de réseaux électriques, à travers l'Amérique du Nord, ont activé des procédures d'urgence. Les compagnies d'électricité ont réduit la charge sur les lignes de transmission longue distance pour diminuer le risque de dommages aux transformateurs causés par les courants induits géomagnétiquement. Ces courants circulent à travers les systèmes de mise à la terre des transformateurs et peuvent créer un phénomène où le noyau du transformateur se sature magnétiquement, le faisant surchauffer et potentiellement tomber en panne. Le fait que les opérateurs aient activé des mesures de protection signifie qu'ils ont pris la menace au sérieux. Le fait que des défaillances majeures de transformateurs ne se soient pas produites pendant la tempête de mai 2024 signifie soit que ces mesures de protection ont fonctionné, soit que la tempête, malgré sa classification G5, n'était tout simplement pas assez puissante pour submerger des systèmes qui étaient activement protégés. Mais voici le point critique. La tempête de mai 2024, aussi impressionnante fut-elle, n'était pas aussi puissante que l'événement de Carrington de 1859. On estime qu'une tempête équivalente à Carrington aujourd'hui produirait des courants induits géomagnétiquement substantiellement plus sévères que ce que l'événement de 2024 a généré. Et comme nous l'avons déjà établi, l'ENC de 2012 avait peut-être le potentiel de dépasser Carrington. Donc ce que la tempête de 2024 a démontré, ce n'est pas que notre infrastructure a géré le pire scénario. Elle a démontré que notre infrastructure a géré quelque chose de considérablement inférieur au pire scénario et que même cela a nécessité une intervention d'urgence active pour prévenir les dommages. Le coût d'un véritable pire scénario est difficile à calculer, en partie parce que le calcul devient rapidement circulaire. On ne peut pas facilement estimer les dommages économiques d'un événement qui détruit le réseau électrique, parce que tant d'activités économiques qui seraient perturbées dépendent du réseau électrique pour fonctionner. Les chiffres que les analystes ont tenté d'avancer vont de centaines de milliards à plusieurs milliers de milliards de dollars, avec des périodes de récupération mesurées en années. Et ces estimations sont typiquement basées sur des événements de classe Carrington, pas sur quelque chose de plus fort. Les scientifiques étudiant le registre historique ont trouvé des preuves suggérant que quelque chose de plus fort s'est produit, pas dans l'histoire enregistrée, pas à l'ère des télégraphes, ou des satellites ou des réseaux électriques, mais enfermé dans le registre naturel de la Terre elle-même, attendant d'être lu par des chercheurs suffisamment patients pour le chercher. La découverte est venue de l'une des sources les plus inattendues imaginables. Les anneaux de croissance d'arbres anciens et ce qu'elle a révélé sur le comportement passé du Soleil a changé la façon dont les physiciens solaires pensent l'avenir du Soleil. Chaque année qu'un arbre pousse, il ajoute un anneau. Vous savez cela depuis l'enfance. Mais ce que vous ne savez peut-être pas,
c'est que ces anneaux n'enregistrent pas seulement la largeur d'une bonne saison de croissance par rapport à une mauvaise. Ils enregistrent quelque chose de bien plus étrange. Ils enregistrent l'histoire du rayonnement cosmique frappant l'atmosphère terrestre. Parce que ce rayonnement aide à créer une forme spécifique de carbone, appelée carbone 14, que l'arbre absorbe avec le carbone ordinaire pendant sa croissance. Chaque anneau est donc une petite archive chimique de ce que le ciel faisait quand cette couche de bois a été déposée. Le carbone 14 est produit quand des rayons cosmiques, des particules de haute énergie venant de l'espace, entrent en collision avec des atomes d'azote dans la haute atmosphère. Le Soleil joue un rôle central dans ce processus parce que son champ magnétique module le nombre de rayons cosmiques qui atteignent la Terre. Mais des événements de particules solaires extrêmement puissants peuvent également produire du carbone. 14 directement en accélérant des protons à des énergies énormes qui frappent ensuite l'atmosphère et déclenchent les mêmes réactions nucléaires. Quand cela se produit, le pic de production de carbone 14 apparaît dans les anneaux d'arbres comme un saut soudain et mesurable du ratio de carbone. 14 par rapport aux autres isotopes du carbone. 14 par rapport aux autres isotopes du carbone. Yusa Miyake analysait les enregistrements de carbone 14 provenant d'anciens cèdres japonais quand elle a trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Dans les anneaux correspondant aux années 774 et 775 de l'ère commune, il y avait un pic de carbone 14 d'environ 1,2%, au-dessus de la ligne de base environnante. Cela ne semble pas dramatique jusqu'à ce que vous compreniez que la variation normale d'une année sur l'autre des niveaux de carbone 14 est infime et qu'un pic de 1,2% en une seule année est essentiellement impossible à expliquer par un processus ordinaire. Miyake et ses collègues ont éliminé les événements de supernovae. Ils ont éliminé les sursauts de rayons gamma. L'explication la plus cohérente, soutenue par des analyses ultérieures de multiples groupes de recherche à travers le monde, était un événement massif de particules solaires, qu'elle avait inondé l'atmosphère terrestre de protons de haute énergie et augmenté dramatiquement la production de carbone 14 sur l'ensemble de la planète simultanément. La magnitude estimée de l'événement de 774 le place quelque part entre 10 et 20 fois plus puissant que l'événement de Carrington. 10 à 20 fois plus puissant que l'événement de Carrington. 10 à 20 fois. Ces événements sont devenus connus sous le nom d'événements Miyake, nommé d'après la physicienne qui a identifié le premier. Des analyses plus poussées des archives d'anneaux d'arbres ont identifié un deuxième événement majeur autour de 993 de l'ère commune, lui aussi substantiellement plus important que Carrington. D'autres candidats potentiels ont été identifiés dans le registre. Chaque fois que les chercheurs examinent attentivement une nouvelle section de l'archive d'anneaux d'arbres, la possibilité de trouver un autre événement existe. Et voici un chiffre qui mérite réflexion. Les chercheurs estiment que seuls environ 16% du registre mondial d'anneaux d'arbres disponibles ont été analysés avec une précision suffisante pour détecter des événements Miyake. 16%. Les gens vivants en 774 n'avaient aucun moyen de savoir ce que le Soleil avait fait. Il n'y avait pas d'instruments, il n'y avait pas de scientifiques mesurant la chimie du ciel. Quelques chroniqueurs ont rapporté des phénomènes célestes inhabituels, des lumières étranges, des apparitions inhabituelles dans les cieux, mais personne n'a compris le mécanisme. L'événement s'est simplement produit. L'atmosphère s'est brièvement remplie de niveaux extraordinaires de rayonnement cosmique, et les arbres ont tranquillement absorbé tout cela dans leurs anneaux annuels, préservant le registre pendant plus d'1 millier d'années, jusqu'à ce qu'une chercheuse japonaise assise devant un jeu de données décide de regarder attentivement les chiffres. Ce que la découverte Miyake a établi, ce n'est pas seulement qu'un événement extrême s'est produit en 774, que le Soleil est capable, sans aucun avertissement et à des intervalles apparemment aléatoires, de produire des événements de rayonnement bien au-delà de tout ce que le monde moderne n'a jamais mesuré directement. Et si l'événement de 774 était 10 à 20 fois Carrington, cela soulève déjà la question de savoir s'il y a une limite supérieure à ce que le Soleil peut faire. La réponse, trouvée préservée dans un matériau encore plus ancien que ces cèdres, suggère qu'il pourrait ne pas y en avoir. Quelque part dans les Alpes françaises, des arbres anciens sont morts il y a des milliers d'années et sont tombés dans des sédiments où ils ont été préservés, dans des conditions suffisamment froides et humides pour empêcher le bois de se décomposer complètement. On les appelle des arbres subfossiles.
Ce sont des fenêtres sur un monde si éloigné du nôtre que les gens vivant alors ne reconnaîtraient pas un seul élément de la civilisation moderne. Des chercheurs ont extrait des échantillons de ces pins subfossiles et les ont envoyés à plusieurs laboratoires indépendants pour analyse du carbone. 14. Ce que ces laboratoires ont trouvé n'était pas un pic, c'était un mur. L'événement date d'environ 14 300 ans, le plaçant vers la fin de la dernière ère glaciaire, une période parfois appelée l'interstade tardiglaciaire. Le signal de carbone 14, dans ces anneaux anciens, est substantiellement plus important que l'événement Miyake de 774. La réplication indépendante à travers de multiples laboratoires utilisant des échantillons indépendants a confirmé que la découverte était réelle et non un artefact de mesure. Ce n'était pas une mauvaise journée pour le Soleil. C'était quelque chose dans une catégorie que la science solaire moderne n'a jamais observée et qu'elle commence à peine à comprendre. Estimer l'intensité exacte d'un événement vieux de 14 000 ans à partir de ratios de carbone. 14 nécessite des modèles avec des incertitudes significatives. Mais les chiffres que les chercheurs ont calculés sont véritablement difficiles à absorber. Certaines estimations suggèrent que le rayonnement de l'événement d'il y a 14 300 ans pourrait avoir été des centaines de fois plus intense que les plus grandes tempêtes solaires, enregistrées à l'ère moderne. Pas 10 fois, pas 20 fois, potentiellement des centaines de fois. Si une fraction de cette évaluation est exacte, c'était un événement sans comparaison avec quoi que ce soit que la civilisation technologique ait jamais eu à affronter. Considérez ce qu'un tel événement signifierait en termes pratiques pour un monde avec notre infrastructure actuelle. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale peuvent absorber des doses de rayonnement dangereuses lors de grands événements de particules solaires, même avec un blindage. Lors d'un événement de classe Miyake, tout astronaute non protégé ferait face à une exposition au rayonnement potentiellement mortel en quelques heures. Lors de quelque chose des centaines de fois plus puissant, ce calcul devient académique. Les satellites en orbite feraient face à un bombardement de particules extrêmes, capables d'endommager de manière permanente les composants électroniques. L'atmosphère elle-même connaîtrait des effets d'ionisation significatifs, avec des conséquences potentielles sur la couche d'ozone durant des mois ou des années. À la surface, l'atmosphère terrestre et le champ magnétique fournissent une protection substantielle. Mais les courants induits géomagnétiquement dans l'infrastructure électrique augmenteraient proportionnellement à l'intensité de la tempête et au niveau suggéré par l'événement d'il y a 14 300 ans. Les courants circulant dans les systèmes de transformateurs seraient catastrophiquement plus importants que tout ce pourquoi les réseaux électriques modernes ont été conçus. Chaque scénario que les analystes décrivent quand ils discutent des impacts de tempêtes de classe Carrington serait multiplié par des facteurs qui rendent les exercices de modélisation inadéquats. Voici quelque chose qui a surpris les chercheurs ayant analysé l'événement. Il s'est produit pendant une période qui semble, d'après d'autres registres proxy, avoir été une époque d'activité solaire globale relativement faible, pas un maximum solaire, pas un maximum solaire, pas une période où le soleil bouillonnait, visiblement de taches solaires et de régions actives. L'hypothèse conventionnelle en physique solaire est que les événements extrêmes se regroupent pendant le maximum solaire quand l'activité est à son pic. L'événement d'il y a 14 300 ans remet en question cette hypothèse. Il suggère que le Soleil peut produire des événements extraordinaires, même quand il ne montre pas de signes d'avertissement évidents, ce qui change entièrement la nature du calcul de risque. Des étoiles similaires au Soleil observées avec des télescopes modernes ont été vues produisant des éruptions qui surpassent tout dans notre histoire solaire enregistrée. On les appelle des super-éruptions et leur existence soulève une question que la communauté scientifique n'a pas entièrement résolue. Notre Soleil est-il capable d'en produire une ? Si un événement il y a 14 000 ans était des centaines de fois plus puissant que les registres modernes, cela signifie-t-il que nous avons déjà observé la preuve d'une super-éruption solaire préservée dans le bois ? La réponse à cette question mène dans un territoire qui empêche les physiciens solaires de dormir et a attiré l'attention inconfortable de personnes qui interprètent le registre ancien de manière bien plus alarmante. Ce qui distingue les événements Miyake de toutes les autres catégories de menaces solaires discutées dans cette histoire, ce n'est pas leur taille, bien que leur taille soit extraordinaire. Ce n'est pas leurs conséquences potentielles, bien que ces conséquences soient suffisamment graves pour mériter une attention sérieuse par elles-mêmes. Ce qui distingue les événements Miyake des menaces ordinaires de la météo spatiale, ce qui les place dans une catégorie de préoccupations distinctes, pour les scientifiques qui les étudiaient le plus attentivement,
c'est leur apparente aléatoire. Tout le cadre de préparation aux tempêtes solaires est construit sur l'hypothèse qu'un avertissement est possible. L'aléatoire est la propriété la plus effrayante qu'une menace puisse avoir. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale sont dangereuses, mais elles sont au moins vaguement prévisibles dans un sens statistique. Elles sont liées au cycle solaire de 11 ans, d'une manière qui donne aux prévisionnistes un cadre significatif pour évaluer le risque. Quand le nombre de taches solaires est élevé et que le disque du Soleil est peuplé de régions actives complexes et évoluantes, la probabilité d'éruption significative augmente de manière mesurable. Les prévisionnistes de la météo spatiale peuvent regarder un magnétogramme solaire n'importe quel jour donné, identifier les régions actives présentes, évaluer la classification magnétique et la complexité de chacune, consulter le registre historique du comportement de configurations similaires et produire une estimation de probabilité pour une activité d'éruption significative dans les 24 à 48 heures suivantes. Cette estimation ne sera pas parfaitement précise. Le Soleil surprendra parfois même les prévisionnistes les plus expérimentés, mais l'estimation est significativement meilleure que le hasard. Et cette marge au-dessus du hasard est ce qui permet aux opérateurs de réseau, aux contrôleurs de satellites et aux autorités aéronautiques de prendre des décisions éclairées concernant les mesures de protection. Les événements Miyake ne rentrent pas du tout dans ce cadre. L'événement de 774. L'événement de 774, qui a laissé le plus grand pic de carbone, 14 dans le registre des anneaux d'arbres, jusqu'à la découverte de l'événement d'il y a 14 300 ans, ne s'est pas produit lors d'un maximum solaire, bien documenté avec une activité précurseur évidemment élevée. L'événement de 993 non plus. Les preuves historiques disponibles ne placent pas ces événements à des moments où le Soleil affichait des indicateurs conventionnels de danger accru. D'après le registre proxy qui les entoure, s'être produit pendant des périodes d'activité solaire relativement faibles, l'équivalent du minimum solaire, quand le cadre conventionnel de risque de la météo spatiale suggérerait que le Soleil est à son plus calme et moins menaçant. D'un point de vue prévisionnel, ce n'est pas simplement une lacune dans la capacité prédictive. C'est un échec fondamental de tout le cadre conceptuel sur lequel la prévision est construite. C'est l'équivalent d'apprendre qu'un ouragan de catégorie 5 peut se former à partir d'un ciel bleu limpide sans aucune perturbation tropicale préalable. Pas de températures élevées de la surface de la mer dans la région, pas d'instabilité atmosphérique détectable par un instrument quelconque, et puis simplement apparaître à pleine intensité sans avertissement. Les outils que vous utilisez pour évaluer le risque ne s'appliquent pas. Les indicateurs que vous surveillez ne sont pas présents. Le danger existe dans une dimension que vos systèmes de surveillance ne mesurent pas. Les estimations du taux de récurrence des événements Miyake sont la chose suivante qui met les physiciens solaires mal à l'aise quand ils abordent ce sujet en toute franchise. La meilleure estimation actuelle, basée sur les événements identifiés dans les registres d'anneaux d'arbres, jusqu'à présent suggère un intervalle moyen de récurrence d'environ une fois par millénaire. Cela semble être un temps long, 1000 ans. C'est 30 à 40 générations humaines. C'est la distance entre nous et la conquête normande de l'Angleterre, entre nous et la dynastie Song en Chine, entre nous et un monde sans imprimerie, université, ni aucune technologie plus complexe qu'un moulin à eau à cette échelle de temps. Un événement millénaire semble suffisamment lointain pour être le problème de quelqu'un d'autre. Mais cette estimation repose sur une fondation bien moins stable qu'il n'y paraît. Elle est dérivée du nombre d'événements Miyake identifiés dans le registre d'anneaux d'arbres analysés divisé par la période couverte par ce registre. Et voici le chiffre qui change tout dans ce calcul. % du registre mondial d'anneaux d'arbres disponibles a été analysé à la résolution et la précision nécessaires pour détecter des événements Miyake. 84% du registre n'a pas été examiné à ce niveau de détail. Le catalogue d'événements identifiés représente ce qui est visible à travers une fenêtre couvrant environ un 16e de l'archive disponible. Si les événements qui n'ont pas encore été trouvés dans les 84% non analysés se produisent à une densité similaire à ceux déjà identifiés, le véritable taux de récurrence pourrait être substantiellement plus élevé que l'estimation actuelle ne le suggère. Si l'intervalle moyen réel est de 500 ans plutôt que 1000, le calcul de risque change significativement. S'il est de 300 ans, il change dramatiquement. Un événement tous les 300 ans, étant donné que le dernier événement Miyake majeur confirmé s'est produit il y a plus d'un millénaire, suggérerait que le prochain n'est pas à des siècles de distance. Il pourrait être à des décennies, il pourrait,
statistiquement parlant, arriver durant la vie de personnes actuellement vivantes. Le mécanisme physique derrière les événements Miyake reste l'une des questions ouvertes les plus activement débattues en physique solaire. 3 hypothèses concurrentes dominent. Des événements massifs de protons solaires submergeant le blindage magnétique terrestre. Une reconnexion magnétique à une échelle sans précédent libérant une énergie colossale d'un seul coup, ou des super-éruptions solaires plaçant les événements Miyake à l'extrémité inférieure de la distribution des super-éruptions stellaires. Aucune de ces hypothèses n'a atteint le consensus. Mais ce qui est frappant, c'est qu'elles partagent toute une caractéristique commune profondément inconfortable. Les 3 décrivent des événements qui pourraient se produire, sont les signatures précurseurs que les systèmes de surveillance actuels sont conçus pour détecter. C'est ce qui rend les événements Miyake véritablement terrifiants, plutôt que simplement préoccupants. La préoccupation concernant les tempêtes de classe Carrington est réelle, mais c'est une préoccupation qui s'inscrit dans un cadre existant. Nous savons approximativement quand de telles tempêtes sont plus probables, pendant le maximum solaire. Nous savons quelles signatures précurseurs surveiller. Nous avons des systèmes de surveillance positionnés pour fournir un avertissement. La fenêtre d'avertissement est courte, mais elle existe pour les événements Miyake. Toute l'architecture d'avertissement et de réponse que la communauté de la météo spatiale a construite au cours des dernières décennies pourrait simplement ne pas s'appliquer. Il pourrait ne pas y avoir de nombre élevé de taches solaires dans les jours précédents. Il pourrait ne pas y avoir de régions actives complexes à identifier et surveiller. Il pourrait ne pas y avoir de suivi d'AMSEI à travers le système solaire interne, déclenchant des alarmes dans les centres de météo spatiale à son approche. Il pourrait simplement y avoir un soleil d'apparence ordinaire, n'affichant aucun indicateur inhabituel par aucune mesure actuellement disponible. Quelque part dans ses profondeurs, franchissant un seuil que nos instruments ne surveillent pas et que nos modèles ne prédisent pas. Et puis, le seuil est franchi et l'événement se produit. Et la première indication que quelque chose d'extraordinaire s'est produit n'arrive pas. Comme un avertissement, mais comme une conséquence. Ce qui est précisément la situation dans laquelle l'humanité se trouvait au matin du 1er septembre 1859, et précisément la situation dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de nous retrouver. Comprendre pourquoi une grande tempête solaire menace la civilisation moderne nécessite de comprendre comment les dommages se déroulent. Un tremblement de terre détruit en quelques secondes. Un ouragan frappe sur plusieurs heures. Les dommages d'une grande tempête solaire se déroulent en minutes à heure pour le déclenchement initial et en mois à années pour les conséquences. C'est lent infrastructural et cela se propage en cascade parce que chaque défaillance crée les conditions qui rendent la suivante plus probable. Quand une MZ massive entre en collision avec la magnétosphère terrestre, elle la comprime violemment, repoussant sa frontière de 65 000 km à aussi bas que 15 000 km à l'intérieur de l'orbite géostationnaire où opèrent les satellites de communication. Les fluctuations rapides du champ magnétique qui en résultent obéissent à la loi de Faraday. Un champ magnétique changeant induit un courant électrique dans tout conducteur voisin. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est de la physique. Et la surface de la Terre est couverte de conducteurs, lignes de transmission, gazoducs, câbles sous-marins, voies ferrées. On les appelle des courants induits géomagnétiquement. Ce ne sont pas de gros courants, dizaines à centaines d'ampères, mais ce sont des courants continus entrant dans des systèmes conçus pour fonctionner exclusivement en courant alternatif. Cette distinction est la clé pour comprendre pourquoi ils sont si destructeurs. Un transformateur de puissance fonctionne en utilisant un flux magnétique alternatif dans un noyau de fer. Il est conçu pour un courant alternatif oscillant, symétriquement autour de zéro. Quand un courant continu induit géomagnétiquement s'ajoute, via la mise à la Terre, il crée un biais unidirectionnel qui pousse le noyau au-delà de sa limite de conception. Le noyau se sature magnétiquement. Il tire des courants anormaux 10 à 50 fois supérieurs à la normale, génère une chaleur destructrice et de la puissance réactive qui déstabilise le réseau sur de vastes zones. Si la saturation dure assez longtemps, le transformateur tombe en panne définitivement. Pas un fusible grillé, une défaillance catastrophique d'un composant pesant entre 100 et 500 tonnes, coûtant entre 3 millions et 10 millions de dollars, nécessitant 1 à 3 ans de fabrication. Les États-Unis exploitent actuellement environ 2000 transformateurs extra haute tension à travers leur réseau de transmission. Ce sont les transformateurs les plus grands, les plus puissants
et les plus critiques du réseau, gérant les niveaux de tension les plus élevés et servant d'épine dorsale de la transmission d'énergie. Longue distance. Il n'existe pas de grandes réserves stratégiques d'unités de rechange. La base de fabrication capable de les produire est limitée et distribuée internationalement. Plusieurs des plus grandes unités utilisées dans les réseaux nord-américains sont fabriquées dans des installations en Europe et en Asie. Une tempête solaire mondiale, affectant la demande de transformateurs partout dans le monde, créerait une concurrence d'approvisionnement précisément au moment où l'approvisionnement est le plus contraint. Un scénario dans lequel une grande tempête géomagnétique endommage définitivement 50, tac, 100 ou plusieurs centaines de ces transformateurs à travers une région de réseaux interconnectés, n'est pas un scénario pour lequel les cadres de réponse d'urgence existants sont conçus. Le manuel de réponse aux catastrophes standards, mobiliser les ressources, dégager les débris, rétablir le service, ne s'applique pas quand l'équipement nécessaire pour rétablir le service a une file d'attente de fabrication mesurée en années plutôt qu'en semaines. Les conséquences en cascade, qui suivent une défaillance prolongée du réseau, sont difficiles à imaginer, non pas parce qu'elles sont exotiques, mais parce que l'électricité est intégrée dans chaque système de la vie moderne. Télécommunications, alimentation, financement, chacun dispose d'une capacité de secours mesurée en jours à semaine, pas en mois à années, qu'un remplacement de transformateur nécessiterait. Le scénario que les physiciens solaires et les analystes d'infrastructures décrivent quand ils discutent des impacts des pires tempêtes géomagnétiques n'est pas un effondrement dramatique et soudain. C'est une dégradation lente et implacable de systèmes interdépendants. Chaque défaillance aggravant la difficulté d'en traiter d'autres, soutenue sur une période suffisamment longue pour que les mécanismes normaux d'organisation sociale et de réponse d'urgence soient eux-mêmes sapés par les conditions qu'ils essayent de gérer. La bonne nouvelle, véritablement bonne, et il y en a, c'est que ce résultat n'est pas inévitable même. Pendant une grande tempête, des mesures de protection existent, sont comprises et sont techniquement simples à mettre en œuvre. Les opérateurs de réseau peuvent réduire la charge sur les lignes de transmission longue distance pendant une tempête. Diminuons les courants induits géomagnétiquement qui y circulent. Déconnecter entièrement les longs circuits pendant le pic d'activité de la tempête, acceptant des interruptions de service temporaires pour protéger l'équipement de dommages permanents. Des dispositifs de blocage des courants induits géomagnétiques peuvent être installés sur les connexions neutres des transformateurs, interrompant le chemin par lequel les courants continus dommageables atteignent les noyaux des transformateurs. Certains services publics en Amérique du Nord et en Europe ont mis en œuvre ces mesures, notamment après l'événement du Québec de 1989 et le plaidoyer soutenu de chercheurs en météo spatiale et d'ingénieurs de réseau qui ont passé leur carrière à tenter d'élever ce problème. Beaucoup ne l'ont pas fait. L'écart entre ce qui a été fait pour protéger l'infrastructure critique du réseau contre les dommages des tempêtes géomagnétiques et ce qui pourrait et devrait être fait représente l'un des exemples les plus lourds de conséquences d'un investissement infrastructure. Reporté de l'ère moderne, ce n'est pas un écart né de l'ignorance. Les solutions d'ingénierie sont connues. Le risque est documenté. L'analyse coût-bénéfice, quand elle est menée honnêtement face aux dommages potentiels, n'est pas serrée. C'est un écart né de la tendance humaine familière à traiter les risques de faible probabilité, mais de conséquences élevées comme moins urgents que le flux continu de demandes immédiates et visibles qui concourent pour les mêmes ressources et la même attention. Le Soleil, malheureusement, n'est pas au courant de nos cadres de priorisation. Le réseau électrique n'est pas le seul système critique, avec un problème de tempête solaire. En 2021, une informaticienne nommée Sanjita Abdjiyoti a publié un article de recherche examinant la résilience de l'infrastructure Internet mondiale face aux tempêtes géomagnétiques sévères. L'expression qu'elle utilisait. Super tempête solaire, apocalypse Internet. L'Internet n'est pas un nuage. C'est des câbles, de vastes câbles physiques posés au fond des océans, représentant des investissements cumulés de centaines de milliards de dollars. La lumière voyageant dans ces fibres de verre est immunisée contre les courants induits géomagnétiquement. Mais cette immunité est incomplète. Tous les 50 à 150 km, un répéteur électronique amplifie le signal affaibli. Ces répéteurs sont alimentés par un courant électrique circulant à travers un conducteur intégré dans le câble, d'une extrémité à l'autre, des centaines ou milliers de kilomètres de conducteurs au fond de l'océan. La même physique qui rend les lignes de transmission d'énergie vulnérables rend ces conducteurs d'alimentation vulnérables.
la fibre est à l'abri. Les répéteurs qui rendent la fibre utile ne le sont pas. L'analyse d'Abdu-Giotti a identifié une dimension géographique de cette vulnérabilité qui rend certains tracés de câbles substantiellement plus exposés que d'autres. Les courants induits géomagnétiquement sont plus forts aux latitudes magnétiques plus élevées, plus proches des pôles, où la géométrie du champ magnétique terrestre rend l'effet d'induction plus prononcé. Les câbles courant principalement dans une direction est-ouest aux hautes latitudes, ce qui est exactement la géométrie des câbles transatlantiques reliant l'Amérique du Nord à l'Europe, subissent des courants induits plus forts que les câbles courant plus près de l'équateur. Les routes transatlantiques sont également parmi les systèmes de câbles à plus fort trafic, plus haute capacité et les plus stratégiquement importants de l'Internet mondial. Ils transportent les transactions financières entre New York et Londres. Ils transportent les flux de données qui connectent les utilisateurs européens aux services cloud américains et les utilisateurs américains aux services européens. Ils transportent les communications des gouvernements, des armées, des entreprises et des individus à travers l'Atlantique, à des volumes mesurés, en terabits par seconde. Si une tempête géomagnétique sévère endommageait suffisamment de répéteurs sur suffisamment de câbles transatlantiques simultanément, la bande passante, reliant l'Amérique du Nord à l'Europe, pourrait être réduite à une fraction de sa capacité normale ou complètement coupée. Le délai de réparation pour des répéteurs en eaux profondes endommagés ne se mesure pas en jours. Il se mesure en semaines à mois au minimum et potentiellement plus longtemps selon l'emplacement des dommages, la disponibilité de navires spécialisés dans la réparation de câbles et le nombre de défaillances simultanées nécessitant une attention. Il existe un nombre limité de navires dans le monde capables d'effectuer des réparations de câbles en eau profonde. Et ils sont déjà très demandés pour la maintenance de routine et les coupures accidentelles de câbles par des équipements de pêche ou des ancres de navires. Un scénario dans lequel de multiples systèmes de câbles connaissent simultanément des défaillances de répéteurs sur des centaines de kilomètres de leur longueur, toutes nécessitant une réparation à peu près au même moment, submergerait la capacité de réparation existante de l'industrie du câble. La durée de la panne dans un tel scénario ne serait pas de jours, ce serait de mois. Les conséquences d'une dégradation sévère de la connectivité Internet transatlantique durant des mois s'étendraient bien au-delà de l'inconvénient de vitesse de streaming plus lente ou d'emails retardés. Les marchés financiers mondiaux fonctionnent sur l'hypothèse d'une connectivité continue à faible latence entre les systèmes de trading, les chambres de compensation et les centres de données distribués sur les continents. La bourse de New York, la bourse de Londres, la bourse de Francfort et les dizaines d'autres marchés financiers qui fixent collectivement les prix des actifs échangés mondialement sont interconnectés par ces câbles. Les systèmes de règlement qui finalisent les transactions financières, les systèmes de compensation qui gèrent le risque de contrepartie, les systèmes de conservation qui enregistrent, qui possèdent quoi, tous dépendent d'une connectivité internationale continue pour fonctionner. Une panne prolongée des câbles transatlantiques ne mettrait pas gracieusement ces systèmes en pause. Elle créerait des défaillances, des erreurs et des litiges dans l'infrastructure financière qui prendraient des mois pour être pleinement identifiés et résolus même après la restauration de la connectivité. L'infrastructure de cloud computing présente un problème connexe. Les principaux fournisseurs de cloud, les entreprises qui hébergent l'infrastructure informatique, sur laquelle fonctionne une fraction substantielle de l'économie mondiale, distribuent leurs centres de données géographiquement pour des raisons de résilience et de latence. Mais les systèmes qui coordonnent à travers ces centres de données distribuent et dépendent d'une connectivité internationale continue et fiable. Les applications qui semblent fonctionner localement sur l'appareil d'un utilisateur sont souvent dépendantes d'une communication en temps réel avec des centres de données sur d'autres continents. Les systèmes logiciels d'entreprise, les bases de données, les systèmes d'authentification et les couches de coordination qui font fonctionner l'informatique distribuée sont tous construits sur l'hypothèse que les câbles sous-marins qui les connectent seront opérationnels. Quand cette hypothèse échoue à grande échelle, les défaillances se propagent vers le haut à travers chaque couche de la pile logicielle qui en dépend. Il est important d'être honnête sur ce sur quoi la communauté scientifique est et n'est pas d'accord concernant cette vulnérabilité. La recherche d'Abdu-Giotti a identifié et caractérisé un chemin de risque plausible qui n'avait reçu essentiellement aucune attention systématique avant la publication de son article. Elle a suscité une discussion significative dans les communautés de la météo spatiale et de l'ingénierie des télécommunications, mais elle n'a pas produit de consensus immédiat.
Certains ingénieurs en câbles ont argumenté que les systèmes de protection intégrés dans les conducteurs d'alimentation des câbles sous-marins et l'électronique des répéteurs empêcheraient des défaillances catastrophiques même pendant une tempête géomagnétique sévère. Ils pointent vers des configurations de mise à la terre et des conceptions de protection contre les surtensions, qu'ils croient fournir une marge adéquate contre les niveaux de courant induits qu'une tempête générerait. Ils ont étudié la question depuis la publication de l'article d'Abdu-Giotti. Argumentent que ces systèmes de protection ont été conçus pour la gamme ordinaire de variations géomagnétiques, pas pour un événement d'un ordre de grandeur ou plus au-delà de cette gamme, et que les hypothèses de marge intégrées dans les conceptions n'ont pas été validées contre des scénarios extrêmes de météo spatiale. Ce débat n'a pas été définitivement résolu, et la réponse honnête à la question de savoir exactement dans quelle mesure l'infrastructure Internet mondiale est vulnérable aux tempêtes géomagnétiques extrêmes, et que nous ne le savons pas avec la précision qui permettrait un jugement d'ingénierie confiant. Ce que nous savons, c'est que la vulnérabilité n'avait pas été formellement étudiée avant 2021. Nous savons que l'Internet a été construit pendant une période d'activité solaire relativement faible quand l'environnement spatial était plus calme que le cycle actuel ne démontre qu'il peut l'être. Nous savons que les cadres de conception pour les systèmes de câbles sous-marins ont été développés sans apport systématique de la science de la météo spatiale. Et nous savons que la question de savoir si ces cadres fournissent une protection adéquate contre le type de tempête qui a manqué la Terre en 2012, ou le type d'événement qui a laissé un pic de carbone 14 en 774, n'a pas été résolue par quiconque ayant accès aux spécifications d'ingénierie détaillées des systèmes à risque. Nous avons construit l'Internet mondial pendant l'une des périodes solaires les plus calmes depuis un siècle. Nous avons connecté chaque continent à travers des câbles dont les répéteurs reposent dans un environnement géomagnétique que le Soleil peut rendre dramatiquement plus hostile. Nous avons créé une économie mondiale qui dépend du fonctionnement continu de ces connexions. Et nous avons fait tout cela sans demander formellement si l'étoile autour de laquelle notre planète orbite pourrait occasionnellement avoir son mot à dire sur nos hypothèses d'infrastructure. Cette question est désormais posée. Les réponses arrivent encore. Et le Soleil, comme toujours, n'attend pas que la conversation soit terminée. Quand vous tapez certaines phrases sur le Soleil dans un moteur de recherche tard le soir, vous vous retrouverez dans un coin très particulier d'Internet. Très rapidement, la musique est dramatique. Les graphiques sont alarmants. Le narrateur parle avec la confiance absolue de quelqu'un qui n'a jamais été présenté au concept d'incertitude. Et l'affirmation centrale, répétée à travers des centaines de vidéos et de sites web et de forums, est que le Soleil fonctionne sur un cycle catastrophique d'environ 12 000 ans, que le cycle approche de sa fin, et que ce qui vient ensuite fera ressembler chaque tempête solaire que nous avons discuté dans cette vidéo à une bruine légère avant un tsunami. Les groupes promouvant ces idées ont construit des audiences véritablement importantes. Suspicious Observer, l'une des chaînes les plus proéminentes dans cet espace, a accumulé des millions de vues sur du contenu centré autour d'un événement théorisé appelé une micronova solaire. La théorie propose que le Soleil expulse périodiquement, sur un calendrier d'environ 12 000 ans, une masse énorme de ses couches extérieures, dans une explosion catastrophique, une suffisamment puissante pour remodeler les surfaces planétaires, déclencher des extinctions de masse et effondrer des civilisations. Creative Society et des mouvements similaires se sont organisés autour de croyances connexes, présentant l'approche de la fin du cycle comme une menace existentielle civilisationnelle et appelant à une préparation mondiale coordonnée. Soyons complètement directs. Il n'existe aucune preuve observationnelle d'un cycle catastrophique solaire régulier de 12 000 ans. Aucune. Le mécanisme de micronova solaire n'est pas soutenu par la physique stellaire. Notre Soleil n'est pas un candidat à la nova, cela nécessite un système binaire, avec une naine blanche, ce que notre Soleil n'est pas. Les théories sont fausses. Cette partie est claire, mais voici où cela devient véritablement intéressant. Et pourquoi simplement rejeter ces communautés? Comme scientifiquement illettrés passent à côté de quelque chose d'important sur comment elles se sont formées. Et pourquoi elles persistent? Ces théories ne sont pas apparues de rien. Elles émergent d'un environnement informationnel réel dans lequel de la recherche scientifique légitime a établi que le Soleil est capable d'événements bien plus puissants que tout ce que la civilisation moderne a jamais vécu. Le contenu conspirationniste et le contenu scientifique légitime coexistent dans le même écosystème, en ligne. Une personne curieuse cherchant le risque solaire trouve les vrais articles sur les événements mi-hackés.
Le quasi-accident de 2012, les vulnérabilités du réseau, est mêlé dans les mêmes résultats de recherche. Elle trouve les vidéos sur la micronova, qui prennent toute cette préoccupation légitime et l'enveloppent dans un cadre ajoutant un cycle régulier, une date d'approche spécifique et une certitude que les chercheurs réels n'ont jamais revendiquée. Le schéma de mauvaise interprétation est suffisamment constant pour être presque formulaïque. Un chercheur légitime identifie une vraie anomalie. Il publie ses résultats avec l'incertitude appropriée, des mises en garde soigneuses et une reconnaissance honnête de ce qui reste inconnu. Un interprète en ligne trouve cet article, supprime chaque nuance, amplifie la magnitude à son interprétation maximale possible, ajoute un schéma de récurrence cyclique que l'article n'a jamais suggéré et produit du contenu qui référence de la vraie science, tout en signifiant quelque chose que le scientifique original ne reconnaîtrait pas. Le résultat est une situation épistémologique étrange. Les théories du complot ont tort sur le mécanisme, tort sur le cycle, tort sur la certitude et tort sur le calendrier. Mais elles ont accidentellement raison que le Soleil représente un risque véritable et sous-estimé pour la civilisation moderne. Elles ont accidentellement raison que des événements bien plus puissants que ceux que l'histoire moderne a enregistrés se sont produits dans le passé. Elles ont accidentellement raison que l'infrastructure dont nous dépendons n'est pas adéquatement préparée. La peur est calibrée à peu près à la bonne magnitude. L'explication du pourquoi il faut avoir peur est presque entièrement incorrecte. Cela compte pour une raison qui va au-delà de la frustration habituelle que les scientifiques expriment à propos de la désinformation. Quand une explication conspirationniste d'un risque réel devient largement associée à ce risque, elle donne aux gens qui veulent rejeter la préoccupation sous-jacente une sortie facile. Si la représentation culturelle principale du danger des tempêtes solaires, ce sont des vidéos sur les micronovas avec de la musique sinistre et sans examen par les pairs, alors un scientifique ou un décideur politique qui veut éviter d'être associé à ce contenu a une incitation à se distancier de tout le sujet, même les parties légitimes. La mauvaise explication sape activement la crédibilité de la bonne préoccupation. C'est l'une des dynamiques les plus frustrantes de la communication scientifique. Et le risque solaire est loin d'être le seul domaine où elle opère. Le vrai risque est stochastique, distribué aléatoirement dans le temps. Le Soleil n'a pas de compte à rebours. Un événement Miyake en 774 ne réduit pas la probabilité du suivant. S'il y avait une date connue, vous vous prépareriez pour cette date. Puisqu'il n'y en a pas, la réponse appropriée est de construire de la résilience dans l'infrastructure, de manière continue. L'événement pourrait venir dans 300 ans. Il pourrait venir dans 30. Il pourrait venir avant la fin de ce cycle solaire. Les théories du complot, malgré toute leur inexactitude scientifique, ont touché quelque chose de réel. Les gens ont correctement senti que les discussions conventionnelles sur le risque solaire ne capturaient pas adéquatement l'ampleur de ce que le registre historique suggère être possible. Ils ont correctement senti que les assurances officielles sur la préparation à la météo spatiale étaient incomplètes. Ils ont trouvé des communautés qui ont validé ces intuitions. Même si ces communautés les ont ensuite emmenées quelque part de scientifiquement indéfendable, l'intuition sous-jacente était juste. Le cadre qu'on lui a donné ne l'était pas. Et cet écart entre une préoccupation légitime et le langage scientifiquement exact, nécessaire pour l'exprimer, est exactement l'espace où la meilleure et la pire communication scientifique soit réussie, soit échoue, réussie, soit échoue. Ce qui fait de ce que les chercheurs font maintenant pour surveiller, modéliser et se préparer aux extrêmes solaires, non seulement un projet scientifique, mais un projet de communication, parce qu'un risque que les gens comprennent incorrectement est presque aussi dangereux qu'un risque que les gens ne comprennent pas du tout. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le premier avertissement d'une grande tempête solaire était la tempête elle-même. Il n'y avait pas de système d'alerte précoce, pas de satellite en amont de la Terre mesurant ce qui arrivait, pas de réseau de scientifiques surveillant un tableau de bord et rédigeant des notifications d'urgence. Les opérateurs de télégraphe en 1859 ne savaient pas ce qui se passait quand leur équipement a commencé à produire des étincelles et à prendre feu. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ils pouvaient voir que quelque chose n'allait pas. Mais ils n'avaient aucun cadre pour comprendre qu'une étoile, à 150 millions de kilomètres, avait lancé des milliards de tonnes de plasma magnétisé vers leur planète et que le champ magnétique invisible entourant la Terre tremblait maintenant en réponse. Le premier indice de la perturbation était la perturbation. L'avertissement et l'événement étaient la même chose.
Cela est resté largement vrai plus longtemps qu'on pourrait le penser. Même après le développement de la radioastronomie, même après le début de l'ère spatiale et les satellites donnant aux scientifiques de nouveaux outils. Pour observer le Soleil, la fenêtre d'avertissement pour les tempêtes géomagnétiques majeures se mesurait en heures au mieux. Et les heures, il s'avère, ce n'est pas toujours suffisant. Les opérateurs de réseaux gérants de grands réseaux de transmission d'énergie ont besoin de temps pour réduire la charge sur les lignes de transmission vulnérables, de temps pour coordonner entre les frontières des services publics, de temps pour activer des procédures de protection qu'on ne peut pas brusquer en toute sécurité. La tempête, ou juste quelques minutes avant, les choix disponibles pour ces opérateurs se réduisent à presque rien. Vous pouvez regarder cela se produire ou vous pouvez réagir après coup. Ni l'un ni l'autre n'est la même chose qu'être préparé. La panne du Québec de 1989 est l'événement de référence auquel les discussions sur la préparation aux tempêtes solaires reviennent toujours. Et pour bonne raison. Une tempête géomagnétique G5 a provoqué l'effondrement complet du réseau électrique d'Hydro-Québec. En environ 90 secondes, 6 millions de personnes ont perdu l'électricité. La panne a duré 9 heures. Des transformateurs ont été endommagés. L'événement a causé plus de 500 millions de dollars, en dommages directs et des pertes économiques estimées en milliards. Et de manière critique, les opérateurs de réseau avaient un avertissement limité et une capacité limitée d'agir sur l'avertissement qu'ils avaient. La tempête est arrivée plus vite que la capacité de réponse des systèmes qu'elle a frappés, a reconfiguré la façon dont les compagnies d'électricité et les agences de météo spatiale pensaient la relation entre la prévision et la protection des infrastructures. Il a démontré concrètement et coûteusement que l'écart entre savoir qu'une tempête arrive et être capable de faire quelque chose à ce sujet n'est pas un écart qu'on peut se permettre de laisser ouvert. La génération actuelle d'infrastructures de surveillance solaire représente une amélioration véritablement substantielle par rapport à ce qui existait au moment de l'événement du Québec, et même par rapport à ce qui existait il y a une décennie. L'épine dorsale de la surveillance de la météo spatiale proche de la Terre est le vaisseau spatial Discoverar, qui opère au point de Lagrange LE1, un emplacement gravitationnellement stable à environ 1,5 million de kilomètres directement entre la Terre et le Soleil. Discover mesure les conditions du vent solaire, en temps réel, vitesse, densité, direction et force du champ magnétique, et transmet ces données en continu au centre de prédiction de la météo spatiale de la NOAA. Quand une MZ ou un flux de vent solaire à haute vitesse passe devant Discover, les scientifiques sur Terre savent que ce que Discover vient de mesurer arrivera à l'orbite terrestre dans environ 15 à 60 minutes, selon la vitesse du vent solaire à ce moment-là. 15 à 60 minutes. C'est mieux que rien. C'est significativement mieux que les 0 minutes d'avertissement dont disposaient les opérateurs de télégraphe en 1859. Mais en termes opérationnels, 60 minutes est environ le temps qu'il faut à un opérateur de réseau pour passer une série d'appels téléphoniques, joindre les décideurs de multiples compagnies d'électricité et commencer. Pas terminer, mais commencer. Le processus de réduction de la charge de transmission pour protéger les transformateurs vulnérables. Pour une AM se déplaçant rapidement, la fenêtre d'avertissement peut se comprimer vers le bas de cette fourchette. Pour une AM voyageant à 3300 km, comme l'événement de 2012, le temps de transit de Discover à la Terre se mesurerait en minutes, pas en heures. La surveillance fonctionne. L'avertissement est réel. Mais la marge est mince. L1, un vaisseau spatial plus récemment lancé, complète les capacités de Discover et fournit une redondance critique pour la position de surveillance L1. Cette redondance compte plus qu'il n'y paraît au premier abord. Discover n'est pas un jeune vaisseau spatial. Il a été lancé en 2015 et opère dans un environnement de radiation exigeant depuis une décennie. Une infrastructure de surveillance de la météo spatiale qui dépend d'un seul vaisseau spatial vieillissant à un seul point dans l'espace est une infrastructure de surveillance avec un point unique de défaillance. Estuevo Elan adresse une partie de cette vulnérabilité en s'assurant que la perte d'un capteur n'aveugle pas tout le système d'alerte précoce au moment où il est le plus nécessaire. Le centre de prédiction de la météo spatiale de la NOAA à Boulder, Colorado, et le réseau de services de météo spatiale de l'Agence spatiale européenne fonctionnent tous deux 24 heures sur 24, dotés de prévisionnistes qui synthétisent les données de multiples instruments, mettent à jour les veilles et avertissements de tempête en continu,
et envoie des alertes à une liste de distribution qui inclut les compagnies d'électricité, les opérateurs de satellites, les autorités aéronautiques, les compagnies aériennes volant sur les routes polaires, les opérateurs de pipeline et les agences gouvernementales. L'infrastructure de sensibilisation à la météo spatiale est plus sophistiquée aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire humaine. La question que cette sophistication soulève, plutôt qu'elle ne répond, est de savoir si elle est suffisamment sophistiquée pour les événements à l'extrémité de la distribution des menaces solaires. Le bon potentiel le plus significatif en matière de capacité d'avertissement, cependant, n'est pas une amélioration de la surveillance L1 existante. C'est une géométrie d'observation fondamentalement différente. La mission Vigile de l'ESA, prévue pour opérer près du point de Lagrange 5, environ 60 degrés derrière la Terre, sur sa trajectoire orbitale autour du Soleil, donnerait aux scientifiques de la météo spatiale quelque chose qu'ils n'ont jamais eu auparavant, une vue soutenue et continue du Soleil depuis le côté. Pour comprendre pourquoi c'est important, considérez comment la rotation du Soleil fonctionne depuis la perspective de la Terre. Les régions actives, les groupes de taches solaires, les régions actives, les groupes de taches solaires, les structures magnétiques complexes capables de produire des éruptions majeures et des IMZ, tournent pour devenir visibles depuis le limbe oriental du Soleil et tournent hors de vue au-delà du limbe occidental sur une période d'environ 2 semaines alors que le Soleil effectue approximativement une demi-rotation par rapport à la Terre. Quand une région active disparaît au-delà du limbe occidental, les instruments orientés vers la Terre la perdent entièrement de vue. Si cette région produit une MZ majeure dirigée vers la Terre, le premier avertissement arrive quand l'MC atteint Discover, potentiellement des jours après l'éruption, mais seulement des minutes avant l'impact sur la Terre. L5. Vigile regarderait directement la face occidentale du Soleil. Une région active ayant tourné hors de vue depuis la perspective de la Terre serait pleinement visible pour Vigile pendant des jours avant qu'elle ne puisse menacer la Terre. Les scientifiques estiment que cet avantage géométrique pourrait étendre les temps d'avertissement utiles pour les MZ des 1 à 2 heures actuelles à 4 à 5 jours. Ce n'est pas une amélioration incrémentale. C'est une transformation. Un opérateur de réseau avec 4 jours d'avertissement exécute un protocole préparé et répété plutôt qu'une réaction improvisée. Un opérateur de satellite a le temps d'ajuster les orbites. Les compagnies aériennes réacheminent les vols polaires de manière ordonnée. La différence entre 4 jours et 40 minutes, c'est la différence entre un système qui a le temps d'agir intelligemment et un système opérant au bord de la rupture. La reconnaissance politique de la météo spatiale comme une préoccupation de sécurité nationale et internationale a considérablement grandi. Les États-Unis maintiennent des cadres formels impliquant la NOAA, la NASA, le département de l'énergie et la défense. Les nations de l'OTAN discutent de la résilience face à la météo spatiale comme composante de la protection des infrastructures critiques. C'est un progrès véritable et il mérite d'être reconnu sans qualification. Il y a 20 ans, la préparation à la météo spatiale n'apparaissait pas de manière proéminente dans les cadres de sécurité nationale. Aujourd'hui, si. La surveillance est meilleure. La prévision s'améliore. L'attention politique est réelle. Et des missions comme Vigile représentent un investissement sérieux dans la lacune de capacité d'avertissement qui a été identifiée comme la vulnérabilité opérationnelle la plus critique. Et pourtant, l'avertissement n'est qu'une moitié de l'équation de la préparation. C'est la moitié qui vous dit que quelque chose arrive. L'autre moitié est ce que vous pouvez réellement faire quand vous recevez cet avertissement. Et cette moitié dépend entièrement de la résilience qui a été construite dans les systèmes en avance sur l'arrivée de l'avertissement. Le jour d'une tempête de classe Carrington donne aux opérateurs de réseau le temps de protéger les transformateurs. Mais seulement si ces transformateurs ont des systèmes de protection contre les courants induits géomagnétiques installés. Cela donne aux opérateurs de satellites le temps de manœuvrer, mais seulement si leurs engins spatiaux transportent des réserves de carburant suffisantes pour des ajustements orbitaux imprévus. Cela donne aux gestionnaires d'infrastructures Internet le temps de prendre des précautions, mais seulement si les précautions sont techniquement possibles avec l'équipement actuellement déployé. L'avertissement amplifie la résilience. Il ne peut pas se substituer à une résilience qui n'existe pas. Et pour les événements les plus importants dans la distribution des menaces solaires, les événements de classe Miyake, les événements d'il y a 14 000 ans,
les choses dont les anneaux d'arbres se souviennent et que les instruments n'ont jamais mesurées, la question de savoir si un système d'avertissement ou un investissement en résilience serait suffisant reste véritablement, inconfortablement ouverte. Les astronomes chassant des planètes autour d'autres étoiles sont tombés sur quelque chose qui ne figurait pas au programme initial. Il s'avère l'un des schémas les plus fiables de l'histoire de la science. Vous pointez un instrument puissant vers le ciel dans un but précis, et le ciel vous tend quelque chose que vous ne cherchiez pas et n'attendiez pas. Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009 pour détecter des exoplanètes, a capturé quelque chose d'inattendu en mesurant la luminosité de plus de 150 000 étoiles. Dans ce catalogue, les chercheurs ont identifié des super-éruptions, des éruptions stellaires libérant des énergies entre 10 puissance 33 et 10 puissance 38 RX. La plus grande éruption solaire jamais enregistrée a libéré de l'ordre de 10 puissance 32 R. Une super-éruption au bas de la gamme est donc 10 fois plus énergétique. Au haut de la gamme, 10 millions de fois. Ce n'est pas une différence de degré. C'est une différence de catégorie. La question cruciale. Quel genre d'étoiles produisent ces choses? La réponse est ce qui a changé le débat. Si on se produise sur des étoiles qui sont, par tous les critères d'observation, de type solaire. En 2012, une équipe dirigée par Hiroyuki Mahara a identifié plus de 165 super-éruptions sur des étoiles de type solaire. Dans les données Kepler, publiées dans Nature, les super-éruptions nécessitent des taches stellaires extraordinairement grandes et des configurations magnétiques complexes. Notre Soleil, vieux de 4,5 milliards d'années, tourne lentement une rotation toutes les 25 à 35 jours. Beaucoup d'étoiles à super-éruption tournent en quelques jours seulement. Rotation plus rapide, magnétisme plus fort, probabilité de super-éruption plus élevée. La majorité des physiciens solaires estiment donc que le risque de super-éruption pour notre Soleil est négligeable. Mais un groupe plus petit pointe vers l'événement d'il y a 14 300 ans et argumente que quelque chose de véritablement extraordinaire s'est produit, à une échelle qui défie l'hypothèse que notre Soleil est définitivement exclu du régime des super-éruptions. L'incertitude est véritable et les barres d'erreur sont larges. Ce qui n'est pas incertain, c'est le côté conséquence de l'équation. Une super-éruption solaire libérant ne serait-ce que le bas de la gamme définie d'énergie, 10 puissance 33 RG, approximativement 10 fois l'énergie de la plus grande éruption solaire moderne, interagirait avec la magnétosphère, l'ionosphère et l'infrastructure de surface de la Terre de manière pour lesquelles aucune spécification d'ingénierie actuellement en usage n'a été conçue. Les courants induits géomagnétiquement dans les lignes de transmission seraient générés par une perturbation magnétique bien au-delà de l'échelle de Carrington. L'environnement de radiation pour les satellites dans tous les régimes orbitaux serait en dehors des limites de tout système de blindage ou de protection actuellement déployé. Les effets d'ionisation atmosphérique pourraient persister pendant des mois plutôt que des heures, avec des conséquences pour la chimie, les communications et potentiellement le climat qui sont difficiles à modéliser avec confiance. Nous discutons d'une classe d'événements où la question n'est pas de savoir si l'infrastructure serait endommagée. La question est de savoir si une quelconque partie continuerait de fonctionner. Et quelque part dans les Alpes françaises, dans du bois qui a poussé et est mort avant que la dernière ère glaciaire ne soit pleinement terminée, le registre chimique du carbone 14 suggère que le Soleil a déjà été dans ce territoire. Pas dans une histoire, pas dans une théorie. Dans les atomes d'un arbre ancien qui a absorbé ce que le ciel faisait, il y a 14 300 ans et a conservé la preuve jusqu'à ce que nous soyons enfin assez intelligents pour la lire. Que cette preuve décrive une super-éruption, un événement extrême de classe Miyake, par un mécanisme différent, ou quelque chose d'entièrement autre que la physique solaire, n'a pas encore pleinement caractérisé. Le message encodé dans ces ratios de carbone est le même. La gamme du Soleil est plus large que ce que le registre moderne montre. Et le registre moderne est tout ce autour de quoi nous avons construit notre civilisation. L'approche traditionnelle de la prévision des éruptions solaires repose sur des prévisionnistes expérimentés, analysant des magnétogrammes solaires, identifiant les régions actives, évaluant leur complexité magnétique et émettant des probabilités pour les 24 à 48 heures suivantes. Ce processus a une valeur véritable, mais la compétence de prévision pour les événements les plus dangereux reste limitée. Les événements solaires les plus rares sont aussi les plus statistiquement inhabituels, et les méthodes construites sur des fréquences historiques performent mal aux extrêmes, de toute distribution.
L'intelligence artificielle commence à changer cette image. Le progrès est réel mais incrémental. Des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur des années de mesures magnétiques solaires peuvent identifier des schémas subtils que les analystes humains ne remarqueraient pas. Pour les éruptions communes de classe M et X, la précision est mesurablement améliorée. Mais les agences opérationnelles utilisent l'IA comme une entrée parmi d'autres. Les experts humains gardent l'autorité interprétative finale. La contrainte fondamentale est le problème de l'événement le plus rare. On ne peut pas enseigner à un réseau de neurones à reconnaître les précurseurs d'un événement qui n'a jamais apparu dans ses données d'entraînement. Les événements de classe Carrington ou Miyake sont soit absents du registre moderne, soit représentés par un ou deux points de données. Pour les événements Miyake, qui semblent se produire aléatoirement, potentiellement par des mécanismes qualitativement différents des éruptions ordinaires, même le système IA le plus sophistiqué concevable pourrait ne pas fournir d'avertissement. Ce qu'il faudrait, ce n'est pas de meilleurs algorithmes, mais une compréhension théorique plus profonde, construite à partir de premiers principes, des conditions dans lesquelles le Soleil peut produire des événements d'ordre de magnitude au-delà de sa gamme typique. Quelque part au-dessus de vous en ce moment, il y a environ 10 000 satellites actifs en orbite. SpaceX Starlink, Amazon Kuiper, Eutelsat OneWeb, satellites militaires, météorologiques, scientifiques, et les satellites GPS, devenus aussi fondamentaux que l'électricité. Scientifiques, et les satellites GPS devenus aussi fondamentaux que l'électricité. Les tempêtes solaires les menacent par plusieurs mécanismes simultanément. En orbite basse, le mécanisme le plus direct est la traînée atmosphérique. Pendant les tempêtes solaires, le rayonnement ultraviolet extrême chauffe et dilate la haute atmosphère. Pour un satellite à 400 km, la densité atmosphérique peut augmenter de facteurs de 10 ou plus. L'incident Starlink de février 2022 est l'étude de cas à laquelle la communauté de la météo spatiale revient à plusieurs reprises parce qu'il a démontré cette vulnérabilité avec une clarté et une spécificité qu'aucune analyse théorique n'aurait pu égaler. SpaceX a lancé 49 satellites Starlink dans une orbite de déploiement basse, à partir de laquelle ils devaient se hisser eux-mêmes jusqu'à leur altitude opérationnelle, en utilisant des propulseurs ioniques embarqués. En quelques jours après le lancement, une tempête géomagnétique a fait augmenter significativement la densité atmosphérique en orbite basse. La tempête était un événement J2, modéré sur l'échelle des tempêtes géomagnétiques. 38 des 49 satellites n'ont pas pu générer assez de poussée pour surmonter la traînée accrue et élever leurs orbites, comme prévu. Ils sont rentrés dans l'atmosphère et ont brûlé. 78% d'un lot de satellites commerciaux fraîchement lancés détruits non par un quelconque échec dramatique de l'ingénierie, mais par la physique simple de la résistance de l'air dans une atmosphère qu'une tempête solaire modérée avait poussé légèrement, plus haut que la normale. Le GPS est également vulnérable, mais par un mécanisme différent. Le signal GPS traverse l'ionosphère, et pendant les tempêtes solaires, les perturbations ionosphériques dégradent la précision de quelques mètres à des centaines de mètres ou plus, affectant l'aviation, l'agriculture autonome, la navigation et les systèmes de synchronisation financière. L'image complète qui émerge de l'examen de ces mécanismes ensemble est celle d'une vulnérabilité multicouche et interconnectée à travers une infrastructure orbitale que la civilisation moderne a construite avec une vitesse extraordinaire et dont elle est devenue dépendante avec très peu d'évaluation systématique de ce qu'un événement solaire majeur lui ferait. Et la trajectoire se déplace dans la mauvaise direction du point de vue de la gestion des risques. Chaque année, la population de satellites croît. Chaque année, plus d'applications sont construites autour de la précision GPS. Chaque année, l'exposition augmente, tandis que l'environnement spatial démontre, dans le cycle solaire actif actuel, qu'il est plus dynamique et plus capable de perturbations que la décennie précédente relativement calme ne le suggérait. L'étoile au-dessus de nous devient plus active. L'infrastructure en dessus devient plus dépendante. Et l'écart entre ces deux trajectoires ne se referme pas. Revenons à là où nous avons commencé. Une tempête géomagnétique J2 affecte la Terre en ce moment. Des aurores sont visibles au-dessus de New York. Le vent solaire se déplace à 700 km, produit des éruptions et des éjections de masse coronale, à des taux qui ont dépassé chaque prédiction faite avant le début de ce cycle solaire. Et quelque part dans les Alpes françaises, dans du bois de pin ancien plus vieux que tout registre humain écrit, la signature chimique de quelque chose de bien plus grand que tout cela reste préservée, dans du carbone daté d'environ 14 300 ans.
attendant que nous comprenions pleinement ce que cela signifie. Nous avons commencé avec une tempête. Nous terminons avec une question. Et la question est plus troublante que la tempête. Au cours de cette histoire, nous avons établi quelque chose qui mérite d'être dit clairement. Le Soleil n'a pas besoin de faire quelque chose de nouveau pour mettre fin à la civilisation technologique. Il a seulement besoin de répéter ce qu'il a déjà fait. Carrington, en 1859, n'était qu'un point de données modéré. L'AMC de 2012 était potentiellement plus forte. L'événement Miyake de 774 était 10 à 20 fois Carrington. L'événement d'il y a 14 300 ans était dans une catégorie encore différente. Nous avons vécu dans l'un de ces intervalles les plus calmes, construisant tout ce dont nous dépendons dans les tolérances de cet intervalle plus calme et traitant ces tolérances comme des caractéristiques permanentes de la réalité plutôt que comme de la chance temporaire. Le problème du réseau électrique est le plus étudié, le plus concrètement quantifié et à certains égards le plus traitable. Les solutions d'ingénierie sont connues. Le risque est documenté. L'analyse coût-bénéfice n'est pas serrée. Ce qui a été insuffisant, de manière constante et à travers de multiples administrations et de multiples pays, c'est la volonté politique soutenue de prioriser ce travail. Le problème de résilience de l'Internet se situe dans une catégorie plus difficile. Les câbles sous-marins à fibre optique sont privés, distribués internationalement, régulés par des cadres conçus autour de préoccupations commerciales et sécuritaires, plutôt que de risques de météo spatiale, et sécuritaires, plutôt que de risques de météo spatiale, et physiquement inaccessibles pour modification une fois déployés au fond de l'océan. On ne peut pas mettre à jour un répéteur sous 4 km d'océan Atlantique. C'est à certains égards le plus structurellement complexe à adresser. Il nécessite de repenser la façon dont l'infrastructure orbitale est conçue, fabriquée et exploitée. Des constellations de satellites conçus pour la résilience aux tempêtes solaires sont différentes de satellites conçus pour l'efficacité des coûts dans un environnement spatial bénin. Elles portent plus de carburant pour la gestion orbitale. Elles sont lancées en nombre qui permettent qu'une fraction significative de la constellation soit perdue lors d'un événement de tempête sévère tout en maintenant la continuité du service. Il y a quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête, dans là où cette histoire nous mène, quelque chose qui se trouve à l'intersection de la science et de la philosophie et du caractère particulier du moment que nous vivons. Nous habitons une civilisation d'une capacité extraordinaire. Nous pouvons lire les instructions génétiques de tout organisme vivant. Nous pouvons détecter les ondulations gravitationnelles produites par deux trous noirs, entrant en collision à 1 milliard d'années-lumière. Des machines qui peuvent maîtriser n'importe quel jeu, jamais inventé par les humains, traduire n'importe quelle langue, et de plus en plus assister avec des problèmes qui étaient auparavant le domaine exclusif de spécialistes formés. Nous comprenons en détail considérable et croissant la physique de ce que fait le Soleil et pourquoi il le fait. Nous avons trouvé les preuves de ce qu'il a fait dans le passé, préservées dans les anneaux d'arbres et les carottes de glace et les registres isotopiques de bois anciens. Et nous avons calculé avec une confiance raisonnable ce que des événements similaires feraient à l'infrastructure dont nous dépendons aujourd'hui. Nous ne sommes pas ignorants de ce risque. Nous n'attendons pas des connaissances que nous ne possédons pas encore. Nous sommes dans la position inhabituelle et inconfortable de savoir ce qu'est la menace, de savoir ce qu'il en coûterait d'en traiter des portions substantielles et de ne pas les avoir traitées jusqu'ici à l'échelle et la vitesse que le profil de risque suggère appropriée. Les systèmes d'alerte précoces s'améliorent et c'est un progrès véritable qui mérite d'être reconnu sans qualification. La science avance, les outils de prévision IA deviennent plus précis. La sensibilisation politique croît d'une manière qui n'aurait pas été vraie il y a une décennie. Ce ne sont pas rien, ce sont des mouvements significatifs dans la bonne direction. Mais le Soleil n'opère pas selon un calendrier humain. Il n'attend pas que les examens de préparation complètent leur période de commentaires. Il ne fait pas de pause pendant que les budgets d'infrastructure traversent les processus législatifs. Il ne reporte pas son comportement le plus extrême jusqu'à ce que les cadres de coordination internationaux aient été négociés et ratifiés. Il opère sur les échelles de temps de la physique solaire, animé par les dynamiques d'une dynamo magnétique dans une étoile vieille de 4,5 milliards d'années. Et ces dynamiques sont indifférentes à nos calendriers administratifs et complètement insensibles à nos intentions politiques. L'événement d'il y a 14 300 ans s'est produit. L'événement de 774 s'est produit. Le quasi-accident de 2012 s'est produit. Le quasi-accident de 2012 s'est produit. Chacun de ces événements est documenté, mesuré, publié
est disponible pour quiconque souhaite comprendre la gamme de comportements démontrés du Soleil. Le registre n'est pas caché. La physique connectant ce registre aux vulnérabilités de l'infrastructure moderne n'est pas obscure. Les solutions d'ingénierie pour les portions les plus adressables du risque ne sont pas secrètes. Ce qui reste inconnu, ce n'est pas ce que le Soleil peut faire. Le Soleil nous a déjà montré ce qu'il peut faire. Écrit en carbone et préservé dans du bois plus vieux que chaque civilisation humaine qui s'est jamais élevée et effondrée. Sur cette planète, ce qui reste inconnu est la réponse à une question entièrement différente. Quand le Soleil le refera, pas si, parce que le registre historique ne soutient pas le si. Seulement le quand. Aurons-nous passé les années précédant ce moment à faire les choses que nous savons déjà faire? Les transformateurs auront-ils leur système de protection? Les pièces de rechange existeront-elles dans les entrepôts? Les protocoles seront-ils répétés et les opérateurs formés et les systèmes d'avertissement dotés en personnel? Les constellations de satellites seront-elles conçues pour l'environnement dans lequel elles orbitent réellement plutôt que l'environnement? Dans lequel elles orbitent réellement plutôt que l'environnement que nous avons trouvé commode de supposer. Notre préparation à celui-ci est entièrement entre nos mains. Cette distinction est la chose la plus importante que cette histoire entière a à dire. Et ce que nous en faisons dans les années entre maintenant et le moment où le Soleil décide de nous rappeler sa gamme est entièrement entre nos mains.